Les objections, c'est probablement la chose qui va te permettre d'apprendre le plus et de travailler davantage sur tout ton processus en vente, aller de la première étape, du premier contact client jusqu'à la fin. Mais pour ça, il faut comprendre les objections, il faut être capable de les déconstruire, de voir d'où ils viennent, pourquoi on les reçoit et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter de les recevoir à nouveau. Je te laisse écouter ce podcast-là qui va te permettre de comprendre et surtout de passer à l'action. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Bon matin, mesdames, messieurs. Un matin, on va parler des choses sérieuses dans, dans le groupe. J'essaie de changer mes intros, tu sais, de pas dire sujet important. Ils sont tous importants. Non, mais pour vrai, matin, on va parler de choses sérieuses. On va parler des objections, qui est probablement un des plus gros fléaux pour les vendeurs, pour les entrepreneurs. En fait, de ne pas comprendre les objections, d'où elles viennent, comment on leur répond, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces objections-là, concrètement, de ne pas comprendre ça, puis juste de fermer l'œil là-dessus, puis de dire « Ah non, moi, je continue à faire les choses tant que ça, je m'en fous des objections. Moi, le client, il me dira oui s'il me dit oui, il me dira non s'il me dit non. » Juste le fait que tu n'adresses pas ça, ça implique qu'il y a beaucoup d'erreurs et de problématiques dans tes ventes. Tu peux-tu arrêter de glisser ta souris? Je l'entendais genre là, elle était forte. Je sais pas si t'es quoi ton mic? C'est-tu le... Je sais pas. C'est supposé d'être mes AirPods, mais à chaque semaine, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Des fois, ils se connectent pas sur la même affaire. Attends, je vais te le dire. C'est quoi? Non, c'est le Yeti qui est là. C'est ça, puis je suis pas capable de cliquer sur les AirPods. Plus parce qu'on l'a lancé. C'est ça. Non. Fait que je bouge plus. Tu peux recommencer. J'entends ça. Bref, je reviens sur ça. C'est que le fait de négliger ça ou de pas vouloir s'attaquer aux objections, pour n'importe quelle entreprise ou pour n'importe quel vendeur, c'est une perte de revenus direct parce que ça t'empêche de t'améliorer. Ça l'empêche tes clients de bien comprendre la valeur de ton service des fois puis de poser des meilleures questions, d'aller plus loin. Ça t'empêche de t'améliorer dans ton processus, dans ta préqualification, dans ton marketing voire même, parce que les objections nous en disent long aussi sur ce qu'on peut faire avant qu'elles arrivent. Hein. C'est des signes sur lesquels on va travailler en amont. Donc, aujourd'hui, on vient déconstruire les objections. C'est quoi les objections? D'où ça vient? Pourquoi on en a? Comment qu'on fait pour travailler alentour de ça? Super belle intro. Je pense qu'on débuterait par diviser deux champs d'objections. Mm-hmm. Ça, souvent, cette approche-là de diviser les types d'objections, ça démystifie là, qu'il faut être absolument un closer à pression pour gagner la vente. T'sais. Bon point. Puis ultimement, parfois, malheureusement, les vendeurs sont attachés à genre, t'es un vendeur à pression. Les vendeurs à pression, moi, ça me gosse. Donc, ultimement, ou de l'autre côté, les gens veulent pas devenir vendeurs à cause qu'ils veulent pas mettre de la pression. C'est aussi quelque chose que je vois. Alors, de démystifier, c'est quoi la différence entre une objection de logistique versus une objection de part? Je pense que c'est une très belle prémisse pour mettre la table aujourd'hui. Fait que, courte définition... en fait, Nico, c'est quoi une objection de part? C'est quoi une objection de logistique selon ta description? Je vais aller le plus théorique possible pour que tout le monde le voit et le comprenne. Si on commence par les objections de logistique, ça le dit, la logistique, c'est fait... C'est ce qui est factuel. C'est pas une question de je suis pas sûr si j'ai confiance, je suis pas sûr si j'aime ça, je suis pas sûr si je le feel bien, ce qui va aller beaucoup plus dans la catégorie de la peur. Ce qui est des objections logistiques, pour tout le monde, super simple. Il y en a 4 grandes objections de logistique qu'on travaille tout le temps dessus avec nos clients puis qui deviennent un peu notre préqualification qu'on appelle. Le premier, c'est le budget. Donc, n'importe qui que tu vas apporter dans ton processus de vente, si ton produit ou ton service ne correspond pas au budget. Puis quand je dis ne correspond pas, c'est pas qu'il est 10$ plus cher, c'est que c'est pas dans le budget, il n'y a aucune façon dans laquelle ça peut fitter. Ben beau faire un prêt à la banque, ça marche pas plus, j'ai pas les moyens de me payer ça. C'est comme de dire, je m'en viens présenter une maison à 1 million pour quelqu'un qui se préqualifie financièrement à 300 000. On s'entend qu'il y a un écart puis ça fait pas de sens. Fait que quand on parle de budget, c'est ça ici. Est-ce qu'il y a un fit à ce niveau-là?
Deuxième chose dans la logistique. Parenthèse, il y a un cas d'exception aussi. J'écoute un truc sur Netflix avec ma femme, c'est l'agence immobilière en fait. Ils sont à Paris puis ils sont en train d'expandre partout à travers le monde. T'sais. Ils sont comme notre budget c'est 6 millions, puis là ils montent genre une fucking mansion à 12 millions puis ils l'achètent pareil. Il arrive un gap, mais ça faisait juste trop rire. Là. C'est les ultra riches. Pour 12 millions, ce client-là, il a le 12, mais il se dit je vais rester à 6, là, ça va rentrer dans mes besoins. Puis, tu sais, t'as le vendeur qui est comme, non, mais il faut juste leur trigger la bonne émotion. Ils vont l'acheter. C'est un produit exceptionnel pour eux. Genre, c'est comme une catégorie tellement à part. Je les écoute, je suis comme, aïe, aïe, Mais oui, mais c'est un bon point. Puis c'est important de dénoter la différence. Il y a des gens qui ont les moyens. C'est pas parce qu'ils te disent, mon budget c'est 500 que c'est ce qu'ils vont être prêts à payer au final. Si leur budget est 500, mais leur besoin il est 10 fois plus grand que ça, puis toi, ton rôle, c'est de combler le besoin, puis ça donne que ton prix il est 10 fois plus grand que 500, mais ça va faire du sens pour lui. Mais est-ce qu'il a le budget pour l'acheter? Si ce qu'il y a de libre financièrement disponible, c'est 500$, puis tu essayes de vendre quelque chose à 5000$, ça marchera pas, là, en voulant dire, tu vas avoir un écart qui va se faire ici. Puis là, faites attention à comment vous prenez cette information-là. C'est vraiment juste à titre de... Si à la fin, tu as une objection comme ça, il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles au niveau de ta préqualification puis de l'analyse du budget de ton client. Puis c'est propre à chaque industrie puis à chaque personne quand même ici. Je tiens à le préciser. Puis parce que, tu sais, aujourd'hui, on veut parler des différences entre les objections. On veut pas nécessairement de parler de comment pas l'avoir, tu sais, comment adapter ta préqualification. Là, il y a une petite nuance. Fait que ça, c'est la première. Fait que questionner le budget. Deuxième objection de logistique qu'on peut recevoir, là, c'est la notion de timing, tu sais. Le client, il a besoin du service pour 2046. C'est une objection de logistique qui est tout à fait légitime. Puis si ça avait été questionné auparavant, on n'aurait pas eu cette problématique-là. Autre objection de logistique qui est très facile à éviter, c'est des objections de décideurs. Alors, je dois en parler à mon conseil d'administration, je dois en parler à ma conjointe, mon conjoint, je dois en parler à quiconque que ça peut être important pour lui dans son équation. Ça peut être sa mère, ça peut être peu importe. Cette objection-là de logistique s'évite comme ça. Et à ce moment-là, si tu l'as bien évité, tu n'auras pas besoin de mettre de la pression pour closer parce que toutes les conditions idéales vont être réunies pour que tu puisses demander la vente et obtenir gain puis avoir un succès de vente ici. Là. C'est pas pour ne pas avoir le client qui va se défiler puis dire écoute, vraiment intéressant, mais j'en parle avec ma femme, puis ce qui est plate de ça, c'est pas le fait qu'il va en parler, on le comprend tout, le client qui a besoin d'en parler, c'est une décision qui va se prendre à deux. Fait que tu peux pas faire grand chose quand le client dit ça à la fin de la journée, t'es comme évidemment, si je comprends la réalité. Mais comme le décideur, puis là c'est là qu'il y a le piège, souvent les gens vont dire ah non, c'est moi, je m'en occupe, c'est moi qui check ça, parce que les gens le comprennent qu'il faut qu'ils demandent le décideur. Puis hier, je donne une anecdote, là, mais avec un client qu'on coach, qui a une grosse équipe de setters et de closers, là, c'est comme le setter, il est comme ouais, là, le closer, il m'a fait annuler ma vente parce qu'il dit que la conjointe était pas là, mais moi j'y ai demandé puis il m'a dit qu'il avait pas besoin de la conjointe. Là, je suis comme attends un peu, je vais aller écouter ton appel. Puis là, j'écoute l'appel, puis le gars, il est là. Ah, mais c'est moi l'éclaireur, moi je m'occupe de tout ça, ma femme a pas besoin d'être là. Je suis comme, t'as-tu entendu? Il t'a dit qu'il était éclaireur. Donc ça veut... C'est moi l'éclaireur, faut qu'il soit assis à côté. Là. Ça fait quoi un éclaireur? Ça va chercher l'information, puis ça la ramène. Ça, c'était. En fait, le client, il l'avait donné sur un plateau d'argent ici, mais le point, c'est qu'il a creusé quand même. Il a dit, OK, mais tu sais, comme, est-ce que c'est toi qui s'en occupe ou tu vas être capable de voir... Ah non, tu sais, les gens vont toujours être fiers puis vont toujours dire non, c'est correct, moi je m'en occupe, je suis capable de le faire. Mais dès qu'il y a deux personnes d'impliquer dans une prise de décision, puis encore une fois, je vais le dire, ça dépend du domaine puis du secteur. Si on parle, mettons, d'une maison ou des services pour la maison, c'est rare que les deux personnes ne sont pas impliquées pour la maison. Très, très rare. J'en voulant dire, conjoint va toujours avoir un mot à dire, même si, non, moi, je m'occupe de la construction. Ouais, mais ta femme, c'est elle qui veut que ça soit beau puis ça soit de telle façon puis avoir son mot à dire. J'ai un cas d'exception qui m'arrive relativement souvent dans une année, là. Puis c'est vraiment ironique quand même. Parce que souvent, quand ça touche au portefeuille familial, je demande toujours que les deux soient là, peu importe la nature de l'offre. Mais j'ai de plus en plus de femmes qui disent « Non, c'est moi qui prends la décision. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais vous consultez pas. » « Non, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. » Puis ça m'est pas tout le temps. Je respecte ça, mais comme... Pas dans tout. Pas dans tout, non. Parce que mais... pour des services comme nous, où est-ce que c'est leur investissement, leur temps, leur business, c'est différent versus la maison, que c'est les deux qui sont impliqués, tu sais. C'est plus exact, tu sais. Puis
je vois, c'est parce que en 1980, tu voyais l'homme dire ça, personne se frustrait d'un truc de même. Avant, là, le mode plus patriarcat, là, que c'était monsieur qui décidait pour les dépenses familiales. Puis tu sais, il y a comme un mouvement où j'ai l'impression où est-ce qu'on devient un peu plus matriarcat, puis qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent non, c'est moi qui prends la décision, lui il ramène l'argent, mais moi je signe les bills, je m'en fous, là, tu sais, ou j'amène l'argent. C'est des cas, je vois une transition sociétale qui se fait à ce niveau-là, puis je suis très très content de ça, by the way, tu sais, parce que papa de petite fille, là, très content de voir cette transition-là, de voir ça. Mais c'est des choses qu'il faut comme creuser pour se rendre compte de ça. Si tu creuses pas, puis tu vas pas chercher la vraie réponse en préqualification, tu l'auras pas. Elle va péter à la fin. Là, tu sais, là. Ouais, moi, je pense que t'as mis le doigt sur le bon point, puis il y a les gens qui vont vraiment se respecter dans ça, mais surtout quand c'est propre à toi. T'sais, fait que, on le voit dans remise en forme, là, des clients qu'on a là-dedans, quelqu'un qui va vouloir se remettre en forme, il va pas aller adresser, ou la majorité du temps, il va pas adresser le portefeuille parce que c'est son parcours, c'est important pour lui, il fait ça pour lui et non pour l'autre personne. Fait que tu sais, il y a des nuances, je pense, qui sont importantes. Mais puis bravo pour ça parce que c'est ça que je veux dire. Mais si tu fais juste dire ouais, c'est moi qui prends les décisions, t'arrêtes ça là, t'as pas creusé assez. Parce que oui, pour la remise en forme, tu sais, la question c'est OK, puis comment vous gérez, tu sais, votre enveloppe budgétaire à la maison. Puis il y a plein de sortes de types de gens qui gèrent. Il y en a que c'est comme ça, 50-50. Il y en a que c'est on paye les expenses de services résidentiels ensemble, le reste, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Il existe plein de façons de faire. Et si tu vas pas creuser cette sous-couche-là, c'est sûr que t'échappes des détails. Puis ça va finir en objection. Là à la fin de dire, écoute, vraiment gentil tout ça, faut que j'en parle avec ma femme, faut que j'en parle avec mon chum, faut que j'en parle avec mon associé, faut que j'en parle avec le partner. Puis c'est une objection de logistique que t'as bien beau être le meilleur vendeur au monde. Ça sert à rien d'essayer de pousser sur une objection de logistique comme ça puis de creuser, de dire non, tu vas me donner la réponse aujourd'hui. OK, on s'en crisse de ta femme. Non, mais c'est là que tu veux pas être ce vendeur-là. Tu veux pas être celui-là. Ça donne absolument rien de bon faire ça. Fait que, pour moi, dans la logistique, on a le budget, on a le timing, on a les décideurs. Puis le dernier, c'est quand même le fit du besoin. Qu'est-ce que je veux dire par le fit du besoin? Est-ce que ton service va combler exactement le besoin que la personne a là? Ou est-ce que tu vas essayer de combler le besoin en ajustant ton service, en faisant des pieds puis des mains pour le faire? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui font ça. Puis ils se retrouvent à avoir des mauvais clients, des clients qui sont pas satisfaits, des clients qui sont pas contents parce qu'on a vendu quelque chose qui finalement n'était pas le réel besoin. Donc dans la logistique des choses, si tu essaies de vendre quelque chose que le besoin va pas vraiment matcher, ton appel exploratoire se passera pas bien, ton pitch passera pas bien après, tout le reste va pas en découler de ça. Donc logistique, budget, timing, décideur et bien évidemment le besoin, le fit. Est-ce que tu es la bonne personne ou est-ce que tu as le bon service pour aider cette personne-là en avant de toi? Et ça, c'est pas mal mes cadres principaux au niveau de la logistique. Si on bouge maintenant puis on va dans la peur, PL, c'est les objectifs. Commençons par une explication. Fait que la logistique, mettons pour le résumer, c'est une objection qui, si elle n'est pas anticipée, puis que le temps est parti où est-ce qu'elle va sortir ou que tu présentes ton offre, c'est ce qui va venir bousiller ta vente. Fait que c'est vraiment ça une objection de logistique. Maintenant, une objection de peur, c'est lorsque tous les objections de logistique sont enlevées, sont adressées, il va rester de l'hésitation, des enjeux propres à la personne, donc syndrome de l'imposteur, de la peur, des gens qui se sont déjà fait avoir dans le passé, qui ont vécu du trauma. Alors, toute la nature du passé de la personne va émerger ici. J'ai déjà vu ça, des gens, j'ai jamais pris une décision par moi-même de ma vie, j'ai toujours ma mère qui décide pour moi, ou j'ai toujours mon père qui décide pour moi. Puis des gens de 35 ans à 40 ans, là, je veux dire en passant, là, c'est pas juste des jeunes. Fait qu'essentiellement, ça, ce sont des objections de peur. Des fois, c'est pas une vraie objection de logistique, faut être capable d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas capables de passer à l'action, puis de les accompagner vers le meilleur choix. Là. 100%. Mais ouais, c'est bien dit, puis une fois les objections logistique isolée, ben c'est là qu'on est capable vraiment d'aller comprendre puis de se mettre un peu plus dans la tête de notre prospect. Parce que notre rôle en vente, puis pour enlever encore une fois l'aspect de pression, le rôle en vente, c'est pas d'avoir un close. Le rôle, en fait, oui, parce que close veut dire fermer. Donc, l'objectif, c'est de fermer la vente. C'est d'être en mesure d'avoir un oui ou d'avoir un non de la part de ton prospect. Il y a des cas d'exception très rares, puis on rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Il y a des cas d'exception parce que les gens
prendront pas une décision sur le moment, sont pas capables, c'est difficile, mais on rentrera pas dans ça. La majorité des gens, n'importe qui, s'il est en confiance, si le produit est le bon qu'il y en a avant d'eux, si le prix est bon, puis surtout, si la personne qui vient de lui expliquer tout ça, il a confiance en elle, il a confiance en l'entreprise, la majorité des gens ont toute l'information nécessaire pour prendre une bonne décision réfléchie. Si la job du vendeur a bien été faite sur ça, bien évidemment. Fait qu'ensuite de ça, quand ils vont simplement dire « OK, ben je prends le temps de checker ça, je te reviens », il y a quelque chose pour moi je pense, d'intégrer dans notre culture puis dans comment on est, mais les gens, c'est un réflexe, tu sais, à la base de faire ça, de donner une objection, de dire hey, « Parfait, merci, je prends le temps de penser à ça, je reviens ». Tu sais, je sais pas comme à travers tous les services, tous les clients qu'on a, tout ce qu'on a fait comme analyse, j'ai rarement vu quelqu'un qui me dit ah moi tous mes clients me disent oui ou non. Ça arrive pas, ça arrive pas que les gens vont dire oui ou non parce que c'est un peu intégré, je pense, dans le comportement des consommateurs à la base. Ben, en fait, si on fait un peu de psycho, là, mettons, là, ici, là, puis je peux ouvrir, prendre une décision on the spot, c'est souvent vu comme étant un comportement impulsif. Puis l'impulsivité, c'est réprimé dans notre société. Mm-hmm. Okay? C'est pas positif d'être quelqu'un d'impulsif, parce que normalement, l'impulsivité est associée à des comportements agressifs, violents, et à plein d'autres choses. Ça a plus une tangente qui est péjorative que positive. Alors que, somme toute, lorsque tous les cases sont cochés, puis que la relation est là, que le budget est là, que le prix est bon, que le fit est bon, que le produit c'est le bon, que la compétition, t'as déjà fait une lecture de la compétition, réalistement, c'est pas une décision impulsive, c'est une décision rationnelle. Et donc, le vendeur, sa job, c'est d'apporter une rationalisation de la prise, du processus de prise de décision au client, puis de lui faire voir qu'en ce moment, c'est une belle opportunité. Puis, j'ai vraiment un cas spécifique. J'ai très hâte qu'il achève son accompagnement avec nous, parce que c'est sûr, Yann, tu t'en viens faire un podcast avec nous. Quand j'ai terminé la vente avec lui, il m'a dit, trop souvent dans ma vie, j'ai dit au vendeur, je vais aller réfléchir à tout ça. Puis je suis retombé dans un genre de laxisme et je passais pas à l'action. Puis j'ai l'impression que ça m'a fait perdre une tonne. Ben, c'était pas une impression. J'ai perdu une tonne d'opportunités au fil des années qui a fait en sorte que je serais vraiment plus avancé dans mon entreprise. C'était pas tous des bonnes ressources, mais quand c'était une bonne ressource, finalement, je procrastinais la prise de décision parce qu'il y a d'autres urgences à gérer dans sa vie. Puis il m'a avoué que c'est ça qu'il fallait qu'il change. T'sais. Fait que je pense que oui, il y a possibilité de prendre une décision juste éclairée en closant un deal on the spot. Là, Ah, définitivement. Puis moi, j'ai jamais l'impression de prendre une décision impulsive. Tu sais, je veux dire, jamais je vais avoir l'impression de prendre une décision impulsive quand on me demande la vente. Puis quand j'achète des services, là, je veux dire, pour la business et autres, tout le monde le sait. Là, ils vont essayer d'appliquer le bon processus de vente. C'est un peu drôle parce que le monde savent qu'on est en vente. Fait que là, ils nous proposent quelque chose, ils essaient d'appliquer le bon processus de vente puis de nous closer on the spot ou de nous le demander. Mais, tu sais, je veux dire, si le devoir a bien été fait, comme tu as dit, puis que j'ai eu le temps d'analyser, j'ai eu le temps de comprendre c'est quoi la business, j'ai eu le temps de voir c'était quoi la valeur de ces services-là ou la valeur de ce produit-là, qu'est-ce que ça allait affecter pour moi. Je le sais à la fin d'une rencontre si oui ou non j'ai le goût d'aller de l'avant. Genre, je me mens pas à moi-même, là, je le sais si oui ou non j'ai le goût d'aller de l'avant. Peu importe c'est quoi. Quelqu'un que tu rencontres, tu sais, j'ai fait, c'est quand l'autre fois, j'étais allé au salon du VR, je sais pas, je n'avais parlé. Le gars, il me présente la plante, je voulais acheter une plancha, là, qu'il appelle pour le camping. Non. Ouais, pis là, Chris, elle était belle, c'était hot, il m'expliquait tout ça. J'étais comme, c'est quand même intéressant, c'est cool. Elle était chère en tabarouette, j'étais quand même pour le camping, payer genre 2000$. Je pense pas que j'ai besoin de payer autant que ça. C'est pas dans mes besoins, c'est pas dans mon budget pour qu'est-ce que je veux en faire. Ah, parce que c'est fucking cher, c'était pas tant. Ben, c'était cher, mais comme j'étais quand même, sur le moment, je la trouvais vraiment intéressante. Puis là, aujourd'hui, j'ai analysé toutes les autres pas chères. Puis là, je suis comme, ah, ça, c'est de la merde pour ça. Ça, elle va scraper. Ah, ça, c'est pas bon. Ça. Puis là, je suis comme, finalement, en ce moment, je me reviens à dire, crème, je suis quasiment mieux d'en acheter une à 2000 parce qu'elle va me toffer plus longtemps. Je vais avoir moins de job à faire dessus. Ça va me faire moins sacré. Je vais être plus content de l'utiliser. Non, mais c'est vrai. J'ai fait mon analyse moi-même. Je suis comme, lui, il m'a laissé partir. Dans le fond, comme ça, il m'a jamais demandé la vente. Il m'a laissé tout simplement aller. Puis, il y avait toutes les informations pour être... J'aurais pu prendre une décision s'il m'aurait posé des questions, s'il aurait creusé. J'aurais fait, ah ben oui, t'as raison comme ça, puis c'est ça que j'ai besoin. Mais je pense que les gens osent pas demander la vente, osent pas aller recevoir une objection,
puis il laisse tout simplement les gens naviguer. Ben, tu sais, le pire, c'est qu'il y en a qui le savent. Ils savent comment réfuter. Là, c'est le pire. Ils font juste pas le faire. Puis, tu sais, j'ai un cas là, hier, Will, dans le coaching, comme je le mets sur le spot devant 30 personnes, j'en fais un roleplay là. T'sais. Je sais, il est pas capable. Le client, il en sort une et j'ai le carré. J'étais comme ça, on débarre pas ça, change de job, va travailler chez McDonald's, ça marchera pas, man. Je te dis, change de job. Fait que là, je le mets sur le spot, je dis go. Fait que le premier, il est comme, je suis pas capable. J'étais comme, réfute, let's go. On repart. Puis là, il m'en a sorti 4 en ligne. J'ai dit, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu casses le pattern, puis que tu la demandes la vente, puis tu commences. Puis c'est comme apprendre à danser le tango. Au début, tu danses comme une plaie, t'es pourri. Puis à un moment donné, ça commence à augmenter la fluidité. Comme n'importe quel sport, ton cerveau, il va finir par se conditionner à répondre à ces objections-là. Ah, puis là, c'est là où je veux rentrer peut-être un peu plus dans le concept, mais il y a une bonne façon d'aller adresser des objections. Il y a une bonne façon d'être capable de le faire. Ben, on revient aux conditions initiales, tu sais, genre, tu le sais que tu vas l'aider le client, tu le sais que c'est la bonne décision à prendre pour lui parce que c'est lui qui te l'a dit. Il t'a dit que c'est ça qu'il avait de besoin, il t'a nommé exactement c'était quoi dans son budget ou c'était qu'est-ce qui était possible peut-être pour lui. Tu as toutes les informations puis tu le sais que c'est le bon service pour le client en avant. Puis là, moi, ça me fait penser, quand je dis ça, ça me fait penser à tout le monde qui sont sharp en affaires, qui sont bons, qui ont un bon service, qui ont un bon produit, puis que ça les met en tabarnak parce qu'ils sont pas capables de closer le client. Puis ils sont comme, asti, mes clients vont se faire closer ailleurs. Asti, genre, je le sais. Ah là, je vais le rappeler, il va me suivre, là, il va revenir. Puis là, ils se font niaiser, là, ce monde-là, là, genre, parce que le client va se faire closer ailleurs, finalement. Mais le réflexe, puis la chose qu'on doit faire quand il y a une objection, quand on veut aller plus loin, si on veut réellement aider le client, si on veut qu'il prenne un achat aujourd'hui réfléchi pour lui, si toi tu veux faire une vente parce que tes revenus dépendent de ça. Tes revenus dépendent de ça. Si tu as l'intention de vouloir faire une vente, en tout cas, tu sais que tu peux l'aider, quelqu'un qui va te dire hey, je veux prendre le temps d'y penser, écoute, je prends jamais de décision on the spot. C'est quoi la bonne chose à faire, tu sais? Première des choses, moi, que j'aime bien faire, puis pour surtout adresser ça aux gens qui ont plus de difficultés puis qui sont moins à l'aise dans le malaise, je vais dire comme ça. Moi, c'est toujours de acknowledge, de dire, bien évidemment, je comprends que tu veux prendre le temps d'y penser. T'es sûrement habitué de consommer comme ça. Moi aussi, j'aime ça, prendre le temps d'y penser puis de m'assurer que je fais le meilleur choix pour moi en ce moment. On peut d'ailleurs prendre un moment pour s'en reparler un petit peu plus tard, mais juste avant, pour comprendre si j'ai bien fait mon travail puis je t'ai proposé la bonne chose pour qu'est-ce que tu as de besoin, tu me permets-tu de te poser une couple de questions pour m'assurer que j'ai bien fait ma job? Ah ben oui, vas-y. Là, souvent, les gens sont comme, hey, il a approuvé. Ils respectent. Ben, ils vont être plus honnêtes et authentiques à partir de ce moment-là plutôt que d'être sur la défensive. Parce qu'il y a des gens qui vont réfuter, puis ça, je le vois là, quand j'écoute des appels. Là, le client va dire ah, c'est beau, merci, je prends le temps de penser à ça. Ben là, à quoi tu veux penser? Tu sais, comme quand la première réfutation, c'est directement d'un dent, à quoi tu veux penser, tout de suite, le client, il va se mettre ben là, je veux être sûr que je fais la bonne décision. Puis le client va se mettre sur la défensive à partir de ce moment-là. Tu m'entends-tu? Ouais, t'as gelé roughly 2-3 secondes. Okay. I don't know. J'ai vu une bande adressée en haut. Mais ce que je disais, c'est que j'aime pas le comportement des gens qui réfutent juste pour réfuter, pour dire OK, il m'a dit ça, pourquoi? Comme... Non, mais on en a déjà parlé souvent. Ouais. Ça, c'est comme les gens qui écoutent pour répondre. Es-tu capable d'aller comprendre, respecter, puis réfuter? Je pense que c'est vraiment la suite logique de comment bien handle une objection. Puis normaliser le comportement. C'est correct là, que tu aies envie de réfléchir, que c'est correct que tu as envie de challenger quelques trucs, mais profite-en donc pendant que je suis là. Hein? Parce que c'est moi l'expert dans X, Y, Z domaine et donc essentiellement je suis là pour y répondre. T'sais. Puis souvent, ben, c'est là qu'une objection de peur, c'est en démontrant au client que on travaille main dans la main, que je te respecte, qu'il va être capable de s'abandonner à cette transaction-là. Puis si la relation est solide, il va y aller dans la confiance. T'sais. Mais comme tu veux pas devenir le vendeur un peu douteux là, que les gens veulent pas acheter. Ça, c'est vraiment l'aspect où est-ce que, je vois des gens avec un profil plutôt narcissique ou antisocial qui s'en contrefoutent
du bonheur d'autrui ou pis c'est ces genres de personnes-là qu'on veut pas avoir dans nos structures de vente. Là. Ouais, mais tu marques un point, tu sais, comme la relation est tellement importante là-dedans, de un, en partant, tu sais, parce qu'une bonne vente se bâtit sur une bonne relation, définitivement. S'il n'y a pas de relation dans la vente, ça va être très difficile d'être en train de argumenter, je vais le dire comme ça, avec le client pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa décision? Tu sais, moi, c'est sûr que si j'ai pas la confiance du client qui est en avant de moi, je comprends pourquoi il prend pas sa décision. Chris, il a pas confiance en moi. Comment veux-tu qu'il prenne une décision, qu'il me donne de l'argent, alors qu'il a pas confiance en moi? Je le vois, ça, d'ailleurs, dernièrement. Des fois, les gens, ils pensent que parce qu'ils vendent pour une grosse business, là, des vendeurs, c'est comme, parce qu'ils vendent pour une grosse business, les gens vont acheter la grosse business en arrière. Mais c'est toi le porte-parole. C'est toi qui démontre la valeur de cette business-là, puis si elle est fiable ou si elle est pas fiable, ça va être comment que tu vas réussir à avoir une connexion avec ton client ou pas. Si tu n'as pas de connexion puis il te fait pas confiance, il n'y aura pas plus confiance en business en arrière. Ça arrivera pas. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens sont comme... Puis je le vois comme service construction, service un petit peu plus comme B2C, plus directif. Ah, on vend pour une bonne business, pas besoin d'être bon. Ouais, mais... Oui, ta business est bonne en arrière, mais si toi, tu arrives justement à bâtir des meilleures relations, quand tu vas arriver puis il va te dire « je vais y penser », ça va être beaucoup plus facile d'aller creuser la vraie réponse, de comprendre réellement qu'est-ce qu'il a besoin ton client. S'il y a quelque chose qui l'inquiète encore, tu vas être capable d'aller là. Puis je remarque du moins que les gens négligent ça malheureusement trop souvent. Tout à fait. Tu sais, puis honnêtement, après ça, je pense que lorsque tu as handle 4-5 objections de part, tu as fait ton travail, tu as fait à peu près 99% plus d'efforts que n'importe quel vendeur à peu près qui fait de la vente. Ensuite, je veux dire, à un moment donné, c'est important que tu aies un quota. Puis c'est rare que je dis ce genre d'affirmation-là, là, mais mettons que attends pas que le client soit comme frustré là, du moment. Genre, si t'es pas capable de saisir rapidement comment il se sent, puis que t'es pas capable d'aller bander avec ça, à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Ne rends-toi pas à 150 objections. Là, là. Ouais, puis moi, je dirais comme, va chercher un nom. Tu sais, si t'as pas l'impression que ça s'en va dans le bon sens, va chercher un nom. Parce que les follow-ups, c'est rare qu'ils vont se convertir. Bon, à certains égards, là, il y a des grosses ventes dans des longs cycles de vente, mais pour la majorité des gens qui ont un court cycle de vente, va chercher un nom. Si tu vois qu'il est douteux ton client en ce moment, qu'il veut pas te dire c'est quoi, qu'il semble avoir anguille sur roche, t'as probablement échappé quelque chose dans le processus. Il y a probablement une erreur qui a été faite. C'est pas la fin du monde, là. Ça fait pas mal. Ça fait moins mal qu'un peut-être que Ghost. Ben, c'est comme, je pense que t'arraches le blaster sur le coup. Le nom. Hier, c'était ça, là. Pierre-Luc, je vais te le dire, c'est un nom ferme, franc, c'est un nom. Good! C'est quand le bon timing qu'on fait de la business ensemble? Rappelle-moi au mois de juin, telle date, telle heure. Ok, parfait, je t'envoie ça à ton agenda. Si ce moment-là, on décolle, on va être prêt. Mais là, c'est non. Hey, merci, j'adore ça. Schlack! Plaster arraché, j'aurais pas de suivi à des fantômes pendant 3 semaines, là, tu sais. Ouais, mais définitivement, les gens ont peur de l'entendre, le fameux nom. Ils ont peur d'aller chercher ça, mais si ton client est hésitant, si ton client se dérobe tranquillement, puis t'as l'impression qu'il te cache des trucs, qu'il y a des non-dits là-dedans, t'as le droit d'y demander puis de dire écoute, j'ai pas l'impression que le service fit par rapport à tes besoins ou j'arrive pas à comprendre, c'est peut-être de ma faute ici, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ta décision considérant que tout fait du sens pour toi comme tu m'as nommé. Fait que, tu sais, si t'as pas envie de faire affaire avec nous, je préfère que tu me le dises maintenant parce que moi, sinon, ma job, c'est de continuer à t'appeler puis à voir avec toi si tu vas le prendre ou tu vas pas le prendre. Tu sais, le service à la fin de la journée. Fait que, mettons qu'on est honnête un envers l'autre en ce moment, est-ce que t'as envie de prendre le service avec nous ou non? Puis t'as le droit de me dire non. Là, je suis pas fâché. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que là, tu peux repartir ta loupe. Si tu as quelque chose de pertinent à aller chercher, si la cliente dit « Ouais, non, je pense pas. » Cool. Par curiosité, pourquoi? Comme, qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à notre service? Ben, tu me dis telle affaire tantôt. Oh, OK. On s'est peut-être mal compris à ce moment-là. Et tu vois ici, là, ce que tu apportes, c'est un concept théorique qu'on appelle aller chercher la vraie objection. Exactement. Tu peux pas performer en vente si t'es pas capable de savoir il est où le bottleneck. C'est où que ça bloque dans l'engrenage. Si t'as pas cette réponse-là, tu fais comment pour t'auto-évaluer, puis tu fais comment pour regarder en arrière, pour modifier ton processus de vente, ajouter une question, ajouter un élément, changer une sémantique des mots. Tu sais, puis tu viens de le dire, là.
quand t'as dit telle affaire, ça m'a choqué ou c'était pas clair. Ah, ben good! Tu sais, je te le réexplique, puis ah, ben good, puis là, je suis prêt à passer à la commande. Let's go, tu sais, là. Parce que quand tu réfutes les objections, je pense que les gens ont l'intention juste d'aller chercher le oui. Tu sais, pis c'est ça, je pense, qui est mauvais. Si tu t'en vas dans comme les objections, puis ton seul objectif, c'est de dire, OK, je veux qu'ils me disent oui, ben, tu vas, sans même le vouloir, tu vas être pushy. Tu vas être comme trop salesy, tu vas mettre de la pression, la personne, elle aimera pas ça de l'autre côté, parce que c'est comme... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas me dire oui, hein? Mais on a un bon service, tu sais. Puis là, je l'entends, genre, qu'est-ce qui t'empêche? Nous, tu m'as dit que c'était le meilleur service. Nous, on est bons. Mais non, mais. On rend pushy à ce moment-là. C'est ça qui arrive. Dis-moi non. Hein? Ils sont tous comme. Exact. De quoi ils parlent? Mais non, mais dis-moi non si ça fait pas, là. C'est pas grave. Cette position-là, je trouve qu'elle est tellement importante pour permettre aux vendeurs d'évoluer. Fait que miser pour tout le monde, je pense, c'est une bonne leçon puis une bonne synthèse de ça, mais votre objection, ou du moins la bataille d'objection dans laquelle vous rentrez, nous on appelle ça la bataille d'objection parce que ça va back and forth souvent. Votre objectif, c'est pas d'avoir un oui, c'est d'avoir un oui ou un non. Fait que soyez clair dans votre intention de dire, moi ça me dérange pas un ou l'autre, mais je veux comprendre what's going on pour m'améliorer. Parce qu'à un certain moment en vente, des objections, vous allez en avoir de moins en moins. Puis vous allez avoir des ventes qui vont se faire comme « Hey, ben oui, Nicolas, c'est en plein ça que j'ai besoin. » Parce que vous allez juste devenir meilleur à présenter, meilleur à comprendre les besoins du client, meilleur à préqualifier vos clients, s'assurer que vous parlez aux bonnes personnes. C'est ça l'objectif à la fin de la journée, d'avoir un mécanisme qui est beaucoup plus fluide puis que tu n'as pas besoin de réfuter à 1000. Il va en avoir toujours des objections. Mais ces objections-là vont toujours te faire évoluer puis vont te faire travailler sur ce qui se passe avant. Ouais, puis l'espèce de rêve utopique, là, en fait, les gens pensent que c'est un rêve utopique pas avoir d'objection. Mais pour vrai, là, ça m'arrive à toutes les semaines. Ah oui. Toutes les semaines. Parce que les questions sont posées préalablement, les cases logistiques sont toutes cochées, tic, 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 tic. Fait que voici, c'est ça l'offre de service. Let's go, on y va. Ça m'arrive à toutes les semaines. Fait que, essentiellement, ça va vous arriver aussi. C'est pas juste les objections le problème en vente. C'est la précale, c'est l'appel explose, c'est la relation et c'est 1001 autres concepts qu'on a abordés dans ce podcast-là dans les 100 derniers épisodes. Notre 100e va sortir éventuellement, d'ailleurs. Ça s'en vient, c'est vrai, on s'en vient. Ça s'en vient très, très rapidement. Et donc, je pense que ça wrap up bien la distinction entre les deux. Tu veux pas être le vendeur pushy, mais tu veux être le vendeur intelligent qui pose les bonnes questions au bon moment. Puis tu veux pas un peut-être, tu veux un oui ou un non. Puis pourquoi un non? Parce que tu veux comprendre c'est quoi l'erreur que tu as faite ou c'est quoi la mauvaise compréhension que tu as de cette expérience-là avec le client qui va te permettre de t'auto-évaluer, d'avoir une approche plus introspective envers toi puis qui va t'amener au prochain niveau. Bien résumé dans l'ensemble, 100%. Fait que pour les objections, on pourra reprendre peut-être cette thématique-là éventuellement, parce que c'est toujours une thématique qu'on revient dedans, c'est toujours une difficulté. Aujourd'hui, l'objectif, c'était surtout de faire une prise de conscience de d'où ils viennent ces objections-là, comprendre un peu c'est quoi, pourquoi que les gens les nomment concrètement. Il y a une partie de ça que les gens sont comme ça, veulent pas, ils vont toujours avoir un petit doute, une petite objection. Puis finalement, ben allez-y au fond pour avoir une bonne auto-évaluation, être capable d'améliorer pas juste votre réponse aux objections, mais d'améliorer tout ce qui se trouve avant, chose que vous pouvez aussi travailler à travers les autres podcasts. Fait que, est-ce qu'on wrap up bien là-dessus? Ça wrap up. Merci à tous. Bonne vente et on se revoit la semaine prochaine. Alright, merci PL. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 35e épisode de la saison 2. Si t'aimes recevoir ce genre de contenu, si t'aimes appliquer les trucs qu'on enseigne ici, n'hésite pas à nous écrire, n'hésite pas à partager tout simplement. Je t'invite à t'abonner Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, peu importe, suis-nous, on a encore plus de trucs pour toi.